Bonjour et bienvenue sur Antenzo. Vous écoutez Animaux sauvés, podcast qui raconte l'histoire d'espèces animales sauvées de l'extinction. Épisode 5, le pigargue à tête blanche, tout un symbole. Est-ce que vous avez aimé notre épisode précédent sur le putois à pattes noires dans les grandes plaines des États-Unis ? Si c'est le cas, ça tombe bien, car nous voilà partis dans une nouvelle histoire américaine. Et quelle histoire ? La grande histoire. Le 4 juillet 1776, les 13 colonies anglaises d'Amérique du Nord proclament leur indépendance et deviennent officiellement les États-Unis d'Amérique. Ce pays jeune, fier et ambitieux a besoin de symboles, et il choisit comme emblème un aigle, pour rappeler l'Empire romain, rien de moins que ça. Et tant qu'à faire, le plus grand des aigles du continent, le pigargue à tête blanche. Ce gigantesque aigle pêcheur peut atteindre 6 kg pour 2 mètres d'envergure. Il est sacré chez les peuples natifs, c'est le messager entre les humains et les dieux. Ses plumes protègent des mauvais esprits et sont offertes en récompense aux plus braves des guerriers. Et oui, le mythe hollywoodien de l'Indien à plumes vient bien de lui. Ok, c'est d'accord pour le pigargue, voilà, son profil altier est imprimé sur tous les billets verts des États-Unis. Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs de la nation, est sceptique. Dans une lettre à sa famille, il doute de la pertinence de ce choix. « C'est un oiseau à mauvaise morale. Il est couard et ne vit pas honnêtement », écrit-il. Ce qui dérange ce cher Benjamin, c'est le caractère très opportuniste du rapace. Il pêche surtout les poissons malades ou agonisants qui flottent déjà à la surface, sans vraiment se mouiller. Il n'a aucun scrupule à être charognard et à se délecter de poissons échoués, de placenta d'otaries ou de carcasses de rennes et de bisons. Il se fait même pirate et attaque le balbuzard pêcheur pour lui voler son butin. Bon, évidemment, tout ça fait partie de la biologie naturelle de l'espèce. Y attribuer un jugement moral apparaît un petit peu maladroit. Mais bon, on peut pardonner à Benjamin Franklin qui, dans sa riche existence, a tout de même inventé le paratonnerre, le concept de bibliothèque municipale et les lunettes à double foyer. Pour en revenir au pigargue, on comprend très vite que les États-Unis d'Amérique sera un pays de paradoxes. Oui, tout en érigeant l'oiseau en emblème national, l'État encourage son extermination totale. Comme pour les aigles en Europe, des histoires l'accusent d'enlever des moutons et même des enfants. Les pêcheurs de saumon le voient comme une concurrence à éradiquer. La persécution est maximale en Alaska, un territoire qui est racheté à la Russie en 1867. Des primes à l'abattage encouragent les chasseurs, et plus de 150 000 primes auraient été versées en Alaska dans la première moitié du XXe siècle. Rien de bien étonnant donc à ce que les effectifs de pigargues dégringolent à seulement 400 couples au total au début des années 50. Heureusement, entre-temps, les mentalités évoluent, la science progresse, et la puissante Amérique finit par prendre soin de son emblème. Juste avant d'entrer dans la folie et la violence de la Seconde Guerre mondiale, le Congrès américain signe en 1940 le Bald and Golden Eagle Protection Act, qui interdit la chasse de deux grands rapaces, l'aigle royal et le pigargue à tête blanche. Oui, vous avez bien entendu, de manière très étrange, le nom anglais de l'emblème des États-Unis, c'est Bald Eagle, l'aigle chauve. Un nom pas très joli et pas très approprié qui viendrait de la déformation du vieux mot anglais bald, signifiant tacheté de blanc. Donc votre chef, c'est le chauve. Bref, enfin la chasse est légalement interdite, mais un danger plus insidieux, plus sournois et invisible s'apprête à précipiter le grand rapace au bord de l'extinction, le poison, et plus précisément, le DDT. Le DDT, ou dichloro-diphényltrichloroéthane, est un insecticide inventé en 1939. L'armée américaine l'utilise massivement durant la Deuxième Guerre mondiale pour lutter contre le paludisme, le typhus et autres fièvres diverses. Le produit entre ensuite dans la sphère civile et devient un succès planétaire, la promesse d'un monde meilleur, plus sain, plus propre, où l'homme gagne enfin la guerre contre les plus indésirables représentants de la nature, les insectes et les maladies. Rien qu'aux États-Unis, des milliers d'articles et de publicités vantent les vertus miracles du produit auprès des foyers et des ménagères. Un coup de vaporisateur, c'est si simple. Mais le monde des humains déchante rapidement et découvre quelques leçons des lois de la nature. D'abord, les insectes se mettent à faire de la résistance. Et c'est logique, si le pesticide tue, mettons, 99% des individus d'une population, le dernier pourcent restant, ce seront les plus résistants, et comme ce sont les seuls à survivre et à se reproduire, ils vont transmettre cette résistance à leur descendance. Donc il faut chaque année augmenter les doses ou changer de molécule dans une course à l'armement sans fin, le principe de la sélection naturelle en fait. Le DDT devient aussi l'exemple parfait du phénomène de bioaccumulation. Aspergée sur les cultures, la molécule se retrouve au gré des pluies dans les eaux, les lacs et les rivières. Lorsqu'un poisson absorbe une molécule de DDT, elle n'est pas expulsée par l'organisme mais stockée dans les masses graisseuses. Au cours de sa vie, le poisson accumule donc le polluant dans son corps. Et lorsque le pigargue passe lui-même sa vie à manger des poissons contaminés, il accumule à encore plus forte dose le poison dans sa chair. La concentration en DDT dans le prédateur
est parfois 1000 fois supérieure à sa concentration dans l'environnement aquatique. Le DDT interfère avec la fixation de calcium. Les femelles pigargues pondent des œufs à la coquille extrêmement fragile ou qui sont stériles. Les nids des pigargues se dépeuplent. Nids qui sont, au passage, les plus grands du monde à être construits dans les arbres. Un nid de pigargue, on appelle ça une aire, peut atteindre 4 mètres de profondeur, 2,50 m de long et peser jusqu'à 1 tonne. Sacré berceau. En 1967, le US Fish and Wildlife Service considère le pigargue à tête blanche comme une espèce en danger. Le CV du DDT commence à peser lourd. La substance est interdite officiellement en 1972, mais ses effets néfastes persistent longtemps dans l'environnement. Bon, en tout cas, fini la chasse, fini les pesticides, l'horizon s'éclaircit enfin. Avant de finir, rajoutons à tout ça une petite touche de folklore bien américain. En 1983, le producteur de musique country Al Cetcheré est choqué de voir dans la presse des photos de braconnage de pigargues. Il contacte la Tennessee Wildlife Resource Agency et y rencontre le biologiste Bob Hatcher. Les deux hommes déploient leurs compétences et leur énergie pour accélérer le sauvetage des pigargues. Al Cetcheré fait jouer son réseau professionnel pour lever des fonds. Il organise des concerts caritatifs et obtient même le soutien de la brasserie Miller Brewing Company qui verse $400 000 au projet Save the Eagle. De la musique country, de la bière, bon, on est bien dans le film là, non? Pour repeupler plus vite les régions privées de pigargues, une technique astucieuse est mise au point. Le centre de soins récupère des oiseaux blessés, handicapés et impossibles à relâcher à cause d'accidents dans la nature. Ils les font se reproduire et leur descendance est ensuite placée quelques jours avant d'atteindre l'âge de l'envol dans des nids artificiels à l'endroit voulu. Ainsi, ces pigargues-là viendront à l'âge adulte nicher et se reproduire là où ils se souviennent avoir grandi. Toutes ces mesures de protection portent enfin leurs fruits. En 1995, les services américains passent le pigargue à tête blanche de la catégorie en danger à menacé seulement, puis en 2007 la sortent complètement de la liste des espèces menacées. En 2004, l'Union internationale pour la conservation de la nature avait fait de même, considérant qu'aucune menace significative ne pesait plus sur l'espèce. Les effectifs les plus importants se trouvent en Alaska, dans l'Ouest canadien, ainsi qu'en Floride et au Minnesota. Autant dire que l'aire de répartition est immense, et la population totale est estimée aujourd'hui à plus de 150 000 individus. Happy End, Success Story, une belle histoire américaine. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur les plateformes de podcast. Rendez-vous prochainement pour de nouvelles histoires. D'ici là, continuez de vous émerveiller et à très bientôt sur Antenzo.